influence ou appropriation culturelle est le dernier événement du programme pour une citoyenneté réussie entre juifs, musulmans, arabes et berbères, originaires d'Afrique du Nord au Québec, que Aleph a proposé au sein de la communauté séfarade unifiée du Québec depuis plus de 2 ans. Il a été soutenu financièrement par le ministère fédéral du multiculturalisme, rattaché ensuite à celui du patrimoine au Canada, et s'est déroulé à Montréal de 2016 à 2018. Ce projet avait pour but et a pour but de resserrer les liens qui unissent les communautés afin de favoriser la citoyenneté active et engagée et de contribuer à l'intégration des personnes au Québec. 11 événements ont été programmés durant ces 2 ans, usant de diverses expressions et arts, conférences, rencontres, colloques, films et concerts, ainsi que dans le cadre du festival Séfarade. Ces activités, mesdames et messieurs, ont réuni 65 intervenants et rassemblé des centaines de personnes. Les intervenants venaient du monde associatif, académique, économique, artistique et social, et les participants appartenaient majoritairement aux communautés juives, arabes et berbères. Les thèmes qui ont été proposés touchaient à l'immigration, les défis d'intégration économique, l'insertion citoyenne, le partage des valeurs, les influences culturelles, etc. Vous pouvez retrouver l'ensemble de cette programmation sur le site Aleph Centre d'études juives, l'ITEM pour une citoyenneté. En attendant, au nom de la CSUQ, la Communauté séfarade unifiée du Québec, ainsi qu'ensuite de Raphaël Assor, donc mon collaborateur le plus proche pour ce projet, nous vous souhaitons cette veille de la nouvelle année hébraïque, à toutes et à tous, une bonne et heureuse année. Shana Tova, Umetuka. Slama, Shalom. Je vais maintenant vous présenter la modératrice, même pratiquement la maître de cérémonie de cette matinée. Donc Evelyne Abitbol est actuellement conseillère spéciale à la diversité au cabinet du chef d'opposition de l'Assemblée nationale Jean-François Lisée. Evelyne est née en Afrique du Nord, au Maroc. Elle a consacré une grande partie de sa carrière au dialogue des cultures et des civilisations et travaillé au sein d'organisations internationales et nationales. Elle a été successivement vice-présidente stratégie et affaires publiques chez Saga, conseillère spéciale à la Société des arts technologiques et directrice des relations gouvernementales et affaires publiques à l'Université Concordia à Montréal, ainsi que chargée de cours, études littéraires et vice-présidente des directeurs des relations gouvernementales des universités canadiennes. C'est un joli CV, honoré entre autres par l'Institut séfarade du Canada pour son action inlassable dans le dialogue des cultures en 2007. Elle a reçu le trophée des femmes arabes en 2011 et le lys de la diversité, section politique par Média Mosaïque. En 2018, nous aurons d'ailleurs dans le prochain LBS, pas celui de septembre mais de décembre, un portrait plus ample d'Evelyne, en particulier après qu'elle ait été récipiendaire de ce prix. En 2008, elle proposait le projet Fusion Jeunesse lors du Forum économique et social d'Une-Marie pour contrer le décrochage scolaire. Evelyne Abitbol, pour terminer cette notice, a été candidate pour le Parti québécois dans la circonscription d'Acadie aux élections de 2014 et elle nous fait donc l'amitié de piloter cette matinée. Merci Sonia de toute ta description. Ce qui me tient le plus à cœur est la cause de Raïf Badawi, dont je suis la fondatrice de la Fondation Raïf Badawi pour la liberté. Et cette semaine, nous avons rencontré justement Justin Trudeau avec Erwin Cutler à Ottawa. Alors, bonjour à tous et vraiment, vous êtes courageux d'être là un dimanche matin. D'abord, je voudrais féliciter Sonia Sarayipsik pour le titre de cette matinée, Influence ou appropriation culturelle. La table est mise à ce moment-là avec ce titre très significatif. Et avant de démarrer cette matinée débat, qui passera d'abord en première partie par des exemples d'influence et de confluence musicale, et une deuxième partie qui sera dédiée à une réflexion intellectuelle sur le sujet de la liberté artistique et de l'appropriation culturelle, vous me permettrez, s'il vous plaît, de commencer par vous raconter une anecdote liée au sujet sur lequel nous nous penchons aujourd'hui. Alors cet été, j'ai passé une semaine en Gaspésie au festival de chansons de Petite-Vallée, pendant qu'à Montréal se déclenchait cette polémique entourant le spectacle slave, dont il sera question ici plus tard,
à travers Rachida Azdouz. J'assistais donc à une soirée de danse traditionnelle québécoise de 7 carrés. Vous savez, ce genre de danse que l'on danse pendant la Saint-Sylvestre ou pendant le Nouvel An au Québec. Cette soirée québécoise traditionnelle était animée par la colleuse, on l'appelle la colleuse, de l'anglais call, appel. On appelle au Québec donc une danse carrée à 2, à 3, à 4 et hop la compagnie et on change de partenaire. Son nom, Yael Azoulay, de père juif marocain. Et notre petit groupe dansait autour d'un homme qui avait de la difficulté à ne pas perdre ses babouches marocaines. Voilà dans quel état d'esprit nous avons appris ce qui se passait à Montréal autour du débat entourant l'appropriation culturelle. Je tenais à partager ceci en guise d'introduction au sujet avec vous parce qu'il était assez pertinent. Donc, nous allons commencer par un premier panel. Juifs et musulmans en Afrique du Nord, influence et ou confluence musicale. C'est un panel conjoint, Chris Silver et Yolande Amzalag, qui sont au bout de la table. Donc, pour vous présenter rapidement Chris Silver, il est professeur adjoint de la chaire d'histoire et de culture juive de la famille Segal au département d'études juives de l'université McGill. Après un baccalauréat à l'université de Californie à Berkeley, mais ils vont tous à Berkeley. Il a obtenu une maîtrise et un doctorat en histoire à UCLA. Il travaille actuellement sur un livre tiré de sa thèse de doctorat, Les Juifs, la création musicale et le Maghreb du XXe siècle. Il a reçu plusieurs prix pour sa recherche portant sur le rôle joué par les Juifs sur la scène musicale marocaine, algérienne et tunisienne au XXe siècle. Il a reçu les prix de la Fondation Posen, de l'Académie américaine de recherche juive et de l'Institut américain d'études maghrébines. Il est l'auteur de nombreux articles parus dans des revues internationales. La présentation sera faite conjointement avec Yolande Amzalag et je vous explique un peu le panel avant de vous présenter Yolande. Donc, influence et confluence. Au tournant du XXe siècle et jusqu'au milieu du siècle, la musique nord-africaine a évolué dans des directions multiples et entrecroisées, des juifs aux musulmans et du sacré au profane. Ces distinctions qui pouvaient sembler évidentes maintenant n'étaient pas si claires par le passé. Chris Silver et Yolande Amzalag proposeront dans leur communication d'explorer les questions d'influence et de confluence musicale, ainsi que l'histoire des voix entremêlées de la musique des Juifs et des musulmans au Maghreb, en Afrique du Nord. 3 échantillons sonores des périodes de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre serviront à étayer de nouvelles pistes de réflexion sur les relations entre Juifs et musulmans. On ne cessera jamais d'en parler. Yolande Amzalag est l'une des filles du célèbre chanteur, auteur, compositeur et Hassan Sami El-Maghribi, Salomon Amzalag. Peu après le décès de son père en 2008, elle a créé la fondation Sami El-Maghribi, dont la mission est de promouvoir l'œuvre de l'artiste comme un symbole d'harmonie et de partage au-delà des frontières ethniques et religieuses. Yolande Amzalag mène de front une carrière de traductrice et un travail de mémoire et de transmission de son héritage culturel et spirituel. Conservatrice des archives de Sami El-Maghribi, elle a collaboré à la diffusion de ce patrimoine avec divers organismes au Maroc et au Canada, dont le musée du Montréal juif, qui a créé l'exposition Sacré Profane, présentée lors de la Nuit Blanche à Montréal en février 2015. Le chant est depuis son enfance une voie d'expression incontournable. Elle interprète un répertoire varié de chants du Maghreb et de chants liturgiques séfarades et a participé à divers concerts au Canada, en France, en Israël et au Maroc. Voilà, alors place au panel Yolande, Chris. Merci. Les frontières sont plus faciles à localiser que les zones frontalières. Ce principe s'est particulièrement avéré dans les recherches sur les Juifs et la musique et dans les modèles d'analyse et d'influence. Dans son livre sur les développements historiques de la musique juive, publié en 1929,
le grand doyen d'ethnomusicologie juive, Avraham Zev Idelson, s'est donné pour but de, et je cite, souligner l'influence que la musique étrangère du milieu de vie a exercée sur la musique juive et de chercher à expliquer le principe selon lequel certains éléments étrangers ont été incorporés jusqu'à ce qu'ils deviennent des parties organiques du corps musical. Fin de citation. Je suis anglophone. Récemment, cependant, les ethnomusicologues engagés dans l'étude de la relation des Juifs à la musique ont dépassé le concept d'influence et d'éléments étrangers pour se tourner vers ce que Erwin Seroussi a appelé, je cite, une musicologie du fait juif. Philip Bowman a défini cette notion en ces termes, je cite encore, la musique juive ne désigne pas simplement toute la musique faite par le juif, mais plutôt une musique qui reflète les conditions et les identités intégrées par les communautés juives dans leur rencontre avec la modernité. Fin de citation. En dépit de l'évolution vers une musicologie du fait juif, l'étude sur les juifs et la musique dans le monde islamique semble être restée figée dans le passé. Comme Jonathan Glazer l'a montré, en ce qui concerne le Maghreb et le Mashrek, les chercheurs continuent d'affirmer que les juifs, et je cite quelques exemples, empruntent à la musique extérieure de leurs voisins, adaptent ou se contentent d'exécuter, je cite, l'équivalent du répertoire musulman. Fin de citation. Dans tous ces cas, la musique se déplace dans l'une ou l'autre de ces deux directions, des musulmans à juifs ou du profane au sacré. C'est dans ce cadre qu'on a répondu à la question d'influence ou d'appropriation culturelle en concluant que les juifs constituaient une communauté distincte qui subissait l'influence de la culture musicale de ses voisins musulmans ou pu se l'approprier. Selon cette théorie, les juifs ont été influencés mais n'étaient pas d'influenceurs. Or, Edwin Seroussi et d'autres, comme Jonathan Glazer, nous mettons en garde contre une définition aussi nette de la musique juive et une approche aussi restrictive de la musicologie du fait juif. Il convient d'exercer la même prudence à l'égard du concept de l'influence. Glaser, par exemple, a commencé à démontrer de manière convaincante que certains des chants du canon de la musique andalouse auraient été composés par des juifs. Alors ici, je me permets d'intervenir pour préciser que, pour donner un exemple de ce fait, Mohamed El-Haddaoui, qui est directeur du conseil artistique de la Fondation Samir Marlibi, a publié un livre intitulé « La musique judéo-marocaine ». Et il nous rappelle dans ce livre que c'est un musicien juif, Al-Mansour Al-Yahoudi, que le sultan Abdelrahman avait confié la mission d'accueillir le musicien Ziryab, ce musicien perse à qui on attribue l'importation du corpus des Noubas andalouse, lorsqu'il est arrivé en Espagne musulmane. Donc ça, c'est un détail qu'il mentionne dans son livre. Et il affirme également qu'un poète juif, Ayouch Soueri, qui s'appelait Ben Moyal, a composé une qasida. Une qasida, c'est une ballade arabo-andalouse, dédiée à la glorification du prophète Mohammed. Et que ce chant a été enregistré par le célèbre musicien Ahmed Pirou à la radio marocaine en 1960. Alors j'en profite pour remercier M. Mohamed El-Haddaoui de son travail.
c'est un fervent défenseur de la présence juive au Maroc et de l'apport culturel des Juifs au Maroc. Je passe la parole à Chris. Le chercheur Haj Miliani a aussi attiré notre attention sur un autre point de référence intéressant, celui-ci datant du XVIIIe siècle. D'après lui, le Mufti Dourit Hanafi d'Alger, ayant appris que les musulmans écoutaient des juifs interpréter des mélodies arabo-andalouses apparemment perdues et connues du seul, ils décidèrent, pour contrebalancer cette influence juive, de s'approprier ces mélodies et de les adapter à la paraliturgie musulmane. En s'inspirant ainsi des musiciens juifs, les muftis ont inversé le cours de l'influence culturelle en Maghreb, tel qu'on a l'habitude de le concevoir. Au XXe siècle, en Maghreb, avec l'explosion de la musique enregistrée et la croissance du théâtre, de la salle de concert et du végétariat, le modèle unidirectionnel d'influence de la majorité sur les minorités et du profane sur le sacré devient de moins en moins clair. Tout d'abord, quand on observe l'industrie musicale en Maroc, en Algérie et en Tunisie, on constate que l'équation majorité-minorité a été presque immédiatement inversée. Les Juifs, une minorité démographique réelle en Maghreb, n'en était plus une lorsqu'il s'agissait d'enregistrer de la musique. Ainsi, 44% des artistes proposés dans le catalogue général des disques arabes de la maison Gramophone en 1931 étaient juifs. Sous l'étiquette enregistrement algérien, la maison du disque par le fond affichait en 1930 une proportion de 37% d'artistes juifs. En d'autres termes, les voix juives prédominaient dans les divers genres de musique nord-africaine au début du XXe siècle. Les observateurs n'ont pas manqué de souligner ce fait. Par exemple, Mahidine Bashtarzi, le disciple de Edmond Nataniafil, qui lui a succédé à la direction du célèbre orchestre algérien El Moutrabia, reporte dans ses mémoires que le critique littéraire Abdelkader Hachamou avait qualifié de musique juive la production de cet orchestre, en raison de la grande proportion de musiciens juifs qu'elle composait. Le répertoire de l'orchestre était pourtant un mélange de musique andalouse, égyptienne et populaire algérienne, toutes interprétées en langue arabe. En fait, dans la première décennie du XXe siècle, la distinction entre musique juive et musique musulmane en Maghreb était souvent floue. Ces marqueurs descriptifs allaient aussi changer avec le temps. À cause de la première séance d'enregistrement en Maroc, qui a eu lieu à Casablanca le 25 septembre 1913, une certaine chanteuse juive connue sous le nom de Bint el-Gharb, fille de l'Ouest, avait dessiné le célèbre morceau Aouzi, Mal Habibi Malou, comme une chanson juive. L'ingénieur du son du gramophone à l'époque, Charles Choplin, avait donc écrit juive à côté de la chanson dans son registre. Bien sûr, la chanson Mal Habibi Malou a été écrite par un musulman et non un juif. Pourtant, il semble que les juifs, et peut-être les musulmans eux-mêmes, avaient jadis considéré ce morceau comme appartenant au domaine de la musique juive. Ce schéma se répète souvent dans l'histoire de la musique du Maghreb. De même, les chansons Ourniat Ben Soussan, une qasida écrite à la fin du XIXe siècle,
raconta à la première personne l'histoire brutale et réelle d'un juif algérien qui assassinait sa maîtresse catholique espagnole au Rhum, très connu, longtemps était considéré comme juif. Or, entre les deux guerres, les musulmans l'interprétaient aussi et ont considéré qu'elle faisait tout simplement partie du répertoire nord-africain. Oui, mon père aussi a enregistré cette chanson sous son étiquette samiphone. En tout cas, la question de l'auteur n'est pas encore résolue. On ne sait pas encore qui est l'auteur de ce... Mais c'est passé dans le patrimoine, dans le domaine populaire. Je voudrais mentionner aussi ici que, à propos de l'œuvre de Samuel Marlibi, que Mohamed El-Haddaoui, toujours, a publié sous la direction du professeur Haïm Zafrani une thèse intitulée « Symbiose judéo-arabe au Maroc, la contribution des Juifs marocains à la culture de leur pays ». Et en sous-titre, Samuel Marlibi, sa production poétique et musicale. Donc, M. El-Haddaoui mentionne dans son dernier livre, que je vous ai montré, voilà ce qu'il dit à propos de Samuel Marlibi. Comme je suis sa fille, je préfère faire parler M. El-Haddaoui. Il était pour nous celui qui avait réussi à accomplir à la chanson marocaine sa révolution moderniste. Alors, ce grand génie marocain a su faire vivre ensemble les sensibilités juives et musulmanes, religieuses et profanes, dans toutes les langues. Donc c'est un exemple de... Mon père n'était pas le seul musicien de son époque à accomplir cette symbiose et ce partage. Et effectivement, à porter en lui une sensibilité à la fois juive, musulmane, arabe, andalouse, et tout ce que ça comporte, une identité donc multiple. Voilà. Permettez-moi de vous donner deux autres exemples de recoupements et de superpositions dans la musique du Maghreb au XXe siècle. Ces exemples illustrent à quel point il est difficile de séparer les musulmans des juifs ou les profanes du sacré et comment la culture évolue dans des directions multiples, parfois surprenantes. En 1935, en Atari, je suis Touareg, une composition populaire du juif tunisien Maurice Benaïs et le succès commercial du chanteur juif tunisien Raoul Journo a été presque immédiatement adapté à une utilisation paraliturgique juive. C'est un mouvement musical que nous connaissons. Peu après le livret d'une chanson de pèlerinage juive composée en judéo-arabe en l'honneur du rabbin Youssef El-Marabi et intitulée Ana Anzurek bil-Farha Qouya, je te rends visite avec une grande joie, indiquait que la chanson devait être chantée sur l'air de Ana Targhi. J'ai quelques extraits. Mais un peu plus de 10 ans plus tard, la chanson revient dans le domaine populaire, cette fois en Algérie, lorsque le musicien musulman algérien Amrami Missoum sort son hymne nationaliste en al-Arabi, je suis arabe, sur la même mélodie. Ainsi, le mouvement de Ana Targhi, lancé par Journo et perpétué par les Iloula annuels du rabbin al-Marabi, regroupe sous une même bannière musicale le public tunisien, le pèlerin religieux juif tunisien, le public algérien et les nationalistes algériens et leurs partisans. Dire que le Maghrebi était influent est un euphémisme. Ces chansons populaires
ont constitué la bande sonore du Maroc et plus tard de l'Algérie à partir de 1948 jusqu'à la fin des années 50 et au-delà. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Kaftanek Mahlou, qui signifie ton kaftan est ouvert, a été presque immédiatement adapté au piyut El Hayram Gadol dans les synagogues marocaines de l'époque. L'écrivain et compositeur américain Paul Bowles a été témoin de ce phénomène en 1959, alors qu'il faisait des enregistrements de musique sacrée des Juifs marocains pour la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Je vais commencer avec l'original avant le deuxième. El Hayram Gadol. Bose, bien sûr, ignorait la provenance moderne de la chanson. L'ethnomusicologue bengali Devin Bhattacharya ne le connaissait pas non plus lorsqu'il a réalisé une série d'enregistrements sur le terrain en Israël au même moment où Bowles était en Maroc. Ces informateurs lui ont alors précisé que Kaftanek Mahlou n'était pas une chanson sacrée, mais une, je cite, chanson d'amour arabe. C'est donc en Israël qu'une chanson composée par l'artiste juif marocain Samuel Marlevi et dont l'air a été chantée dans les synagogues marocaines a été transformée en chanson d'amour arabe sans aucune dénomination particulière. En conclusion, une histoire de la musique du Maghreb, en particulier au XXe siècle, complique non seulement la question de l'influence, mais nous fournit peut-être un nouveau vocabulaire pour comprendre comment les Juifs et les musulmans ont vécu ensemble. Compte tenu de la difficulté de délimiter le son d'adjectifs musicaux aussi évidents que Juifs et musulmans, et de suivre les multiples direction des flux sonores dans l'espace et le temps, nous pourrions envisager de nous éloigner d'une conception binaire de la relation judéo-musulmane pour penser cette relation en termes d'enchevêtrement, d'entrecroisement et d'inséparabilité. Merci. J'aimerais ajouter un petit mot de conclusion à propos de l'inséparabilité. Alors à ce propos, il y a un genre musical qui s'appelle le matlouz, qui est un genre qui a été créé par les Juifs du Maghreb. Et matlouz veut dire littéralement broderie. Donc dans ce genre, les vers en hébreu et les vers en arabe s'alternent. Et je pense que c'est une belle façon de conclure cette présentation, pour montrer combien les fils juifs et musulmans de la trame musicale nord-africaine sont inextricables. Voilà. Bravo à vous deux et merci. En tant que fille musicien, j'ai beaucoup apprécié et appris en plus. Alors, autour d'Adil Abara, bon là c'est le moment de le présenter. Alors, il s'est installé à Montréal en 2009. Il occupe présentement un poste de chargé de relations dans une entreprise de e-commerce. Ce Français d'origine marocaine, je dois le dire, est passionné par l'histoire et la culture du Maghreb et du Moyen-Orient. Il nous a tous interpellés à son arrivée ici au Québec, moi aussi d'ailleurs, et plusieurs autres dans la salle. Il a ainsi créé une page Facebook en anglais et en français, Casbah Connexion, visant à sensibiliser les juifs et musulmans aux musiques et à la pop
culture arabophone, hébraïque et amazique du Maghreb, d'Israël et des pays du Moyen-Orient. Sa présentation, les pionnières, il s'est penché sur les femmes, enfin un homme qui se penche sur les femmes, parce qu'il y en a beaucoup dans la salle, de la chanson maghrébine et de leur héritage actuel. Adil Abara abordera le thème des artistes juives pionnières dans la chanson arabe en Afrique du Nord et leur héritage. Il insistera sur la place importante des femmes dans le monde musical du Maghreb, par exemple Lynn Monty, Algérie, Lisa Sadoun en Tunisie et Zora El Fassia au Maroc. Un autre volet de sa présentation portera sur la renaissance de la musique et de la chanson maghrébine chez les chanteuses israéliennes, notamment Neta El Kayam, Miri Misika, Raymonde Abekassis et les sœurs Benisti. À toi, Adil. 20 minutes. Bonjour à tous. Donc, ma présentation aujourd'hui sera sur les pionnières juives de la chanson maghrébine et leur héritage actuel. Donc, je vais vous en parler plus en profondeur. Donc, Zohra El Fassia, Lise Monty et Louisa Tounsia. Mais on peut aussi citer Habiba Msika, Renette Loranez, Alice Fitoussi ou les sœurs Shemama. Sont toutes des artistes qui ont marqué la musique du Maghreb avec leur voix magnifique. Leur point en commun avaient été toutes issues des communautés israélites locales. Aujourd'hui, ces artistes sont toutes décédés, témoins disparus d'une époque révolue où les cultures du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie étaient religieusement plurielles. Qui étaient ces femmes? En quoi étaient-elles singulières? Quelle est la portée de leur carrière aujourd'hui? Et surtout, y a-t-il des femmes aujourd'hui au sein des communautés juives nord-africaines pour reprendre le flambeau de ces artistes? Nous allons parler donc de 3 artistes qui étaient au summum de leur art, aussi bien dans la région du Maghreb que parmi la diaspora, en particulier en Europe. La Tunisienne Louisa Saadoun, connue sous le nom de Louisa Tounsia, l'Algéroise Eliane Sarfati, connue sous le nom de Lynn Monty, et la Marocaine Zohra Benhammo, connue sous le nom de Zohra El Fassia. Et pour conclure, nous allons aborder la renaissance de ces chansons et de cette culture chez la nouvelle génération d'artistes juives, en particulier en Israël, puisant dans ce patrimoine et créant de nouvelles œuvres afin de se réapproprier cette histoire et cette culture. De son vrai nom, Louisa Saadoun était une chanteuse tunisienne. Elle a grandi en Tunisie et se fait découvrir très tôt, s'illustrant parmi les plus grandes chanteuses de son pays. Sa carrière l'emmena jusqu'à Paris, où elle chanta en français et en arabe, et à Casablanca, où elle reprit plusieurs chansons marocaines et algériennes. À Paris, c'est sur le scène mythique des cabarets orientaux El Jazair et le Tam Tam, donc tenu en outre par Mohamed Touki, le père de la grande chanteuse Warda, qu'elle s'illustre chantant avec des artistes maghrébins comme Cheikh El Afrit, Youssef Hadjaj ou orientaux comme Farid Al-Atrash. Elle sortit plusieurs albums avec Polyphone et Pacifique. En France, on connaît surtout sa chanson Chérie, combien je t'aime. Donc... oui. J'ai mis un autre extrait. Qui ont été repris par Renette Loranez et Lili Boniche, sous le titre de Eli Yashek Haram. En Tunisie et au Maghreb en général, ses chansons les plus connues sont El Warda, La Rose, Ala Bab Darek, Au pas de ta porte, Shaftak Marra, Je t'ai vu une fois, et Khoudou El Donia Blifiha, Prenez le monde avec tout ce qu'il y a dessus. Après une carrière bien remplie, elle mourra en 1966. Encore aujourd'hui, elle est toujours considérée comme un pilier du patrimoine musical tunisien, et ses chansons sont souvent reprises par des chanteuses comme Emel Masnoussi ou Nadia Karaoui.
de son vrai nom Eliane Sarfati, était une chanteuse juive algéroise de nationalité française. Elle grandit dans une famille de mélomanes qui l'encouragent depuis son plus jeune âge à chanter et danser, et dont la culture musicale s'étend de la chanson occidentale à la chanson algérienne et moyen-orientale, en particulier égyptienne comme Kulthum et Mohamed Abdelwahab. Elle part en France et s'impose avec sa voix et sa diction auprès d'un public qui apprécie énormément les voix méditerranéennes. Elle obtient le prix Edith Piaf, puis le premier prix de l'Olympia et cumule les concerts et les apparitions dans les music halls les plus sélectes de la capitale, défendant les couleurs de la chanson française en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et au Moyen-Orient. En Égypte, invitée par son amie, la star syrienne égyptienne Farid El-Atrash, elle défraie la chronique en chantant des chansons classiques égyptiennes. Le public égyptien, ignorant tout de ses origines juives algériennes, se rue pour admirer la française qui chante si bien l'arabe. Kulthum et Mohamed Abdelwahab, ses idoles, se déplacent pour l'entendre. Sa carrière prendra un tournant décisif lorsque son ami Youssef Hadjaj lui écrit une de ses chansons cultes, L'Orientale, une chanson en franc-arabe qui témoigne de sa mélancolie, de sa double culture nord-africaine et française, et de la passion qui l'anime. Pourtant je ne fais pas de mal, on m'appelle l'Oriental. Donc cette chanson lui permet de se rapprocher de ses origines et son public se mettra à lui réclamer de plus en plus des chansons arabes. Elle délaisse alors la chanson francophone et se lance corps et âme dans la chanson algérienne, reprenant des titres anciens ou des titres originaux. Parmi cette liste, la chanson mélancolique, il y a Ummi, Oh Maman, Ana Laouliya, qu'on a entendu tout à l'heure, Je suis une simple femme, Yarol Batif Ibuldan Nas, Mon exil dans le pays des gens, qui fut aussi rendu célèbre par le grand Salim Halali, ou encore Alger, Alger, une ode à la ville blanche, qui est encore reprise aujourd'hui. J'aime toutes les villes un peu plus Paris, les Kilmèches comme l'Algérie, comme elle est belle, on n'a pas fait l'herbelle, كاين نكون ما ننساه, Alger, Alger, شحال نحبها. Donc elle mourra en 2003 et sera enterrée dans le cimetière juif de Pantin à Paris, partageant son ultime demeure avec sa compatriote, la chanteuse Renette Loranès. Zohra Al-Fassia, de son vrai nom Zohra Ben Hammou, était une chanteuse marocaine israélite. Née en 1905 dans une famille modeste juive de Sefrou, elle se distingue très jeune par sa voix, chantant du melhoun, donc poésie populaire en arabe dialectal maghrébin, lors de mariages et de bar mitzvah, ainsi que des piyoutim, donc poèmes liturgiques juifs, qu'elle chanta souvent pour la communauté juive de Fès, prenant alors comme nom artistique Zohra Al-Fassia, Zohra Al-Fassi. Elle quitte la région de Fès pour Rabat pour perfectionner son répertoire et sa technique avant de s'installer à Casablanca, se produisant dans des maisons de café, cabarets et music halls et faisant la connaissance des plus grands musiciens de l'époque. Elle fut la première femme au Maroc à avoir enregistré un album, signant avec les plus grands studios comme Columbia Records, Pathé Marconi et Gramophone Company. Sa notoriété fut aussi très importante en Algérie, pays dans lequel le melhoun aussi puise ses sources. Sa reprise de Mzainoun Har el-Yom, Quel beau jour aujourd'hui, du poète lemsénien du XVIIIe siècle Mohamed Ben Saïd, est un immense succès en Algérie. Donc je vais vous juste montrer un court extrait. Son succès l'emmena jusqu'au Palais Royal où le sultan Mohamed V l'invita pour se produire à plusieurs reprises. Entre 1947 et 1957, elle sortit plus de 17 albums. Ses plus grands titres sont Haka Mama, Qasidat Meknes, Alash Klam al-Ar et La Arousa. Donc je vais vous citer un court extrait d'un livre vraiment intéressant que je vous suggère de lire, Musicienne marocaine de Rita Stiner. Zohra Al-Fassia fait partie de la toute première génération de chichettes qui ont construit leur carrière musicale sur fond de malheur. C'était des femmes marginalisées par la société, souvent rejetées par leurs parents, mais qui ont forcé l'admiration par leur liberté de ton. En 1962, suite à l'exode massif des Juifs du Maghreb et du Moyen-Orient, elle quitta le Maroc pour s'établir en Israël, dans la ville d'Ashkelon. Son univers tout entier, composé avant de fêtes fantasques et de concerts, disparut.
La culture des juifs maghrébins et orientaux n'étant pas valorisée à cette époque en Israël, sa carrière sombra dans l'oubli, malgré le soutien et l'affection que le reste de la communauté marocaine avait pour elle. Erez Biton, un grand poète maroco-israélien natif d'Oran et considéré comme le père de la poésie mizrahi en Israël, lui dédie un poème qui fait partie du programme scolaire obligatoire en histoire pour les écoliers israéliens sur les effets négatifs de la politique d'occidentalisation menée dans les années 60. Zohar Al-Fassia décéda dans une maison de retraite à Ashkelon en 1994. Bon, il y a quelque chose que je me suis permis. J'ai eu le grand honneur il y a 2 ans de rencontrer Erez Biton en personne. Ce que je voulais faire, c'était vous montrer son poème, prononcé par lui en hébreu, mais j'ai fait la traduction en français d'après une traduction... d'après une traduction en anglais. J'ai mis la traductrice. Donc voilà, donc ça a été traduit de l'hébreu à l'anglais par Tzipi Keller et j'ai fait la traduction en français. Donc, je vais mettre la voix de... Zohar Al-Fassia. Zohar Al-Fassia. זמרת החצר אצל מוחמד החמישי ברבט שבמרוק. אומרים עליה שכאשר שרה לחמו חיילים בסכינים לפלס דרך בהמון להגיע לשולי סמלתה, לנשק לקצות אצבעותיה, להטיל מטבע ריאל לאות תודה. זוהר אלפסיה. היום ניתן למצוא אותה באשקלון בעתיקות ג' ליד לשכת הסעד, שיראה קופסאות סרדינים על שולחן מתעודד בין 3 הרגליים, שטיחי מלך מרהיבים מרובבים על מיטת סוכנות, והיא בחלוק בוקר בהוי שעות במראה בצבעי איפור זולים. וכשהיא אומרת מוחמד החמישי אישון עינינו, אינך מבין ברגע הראשון. לזוהר אלפסיה קול צרוד, לב צלול ועיניים מלאות אהבה. זוהר אלפסיה. J'étais obligée de le mentionner, je l'avais rencontré en 2014, puis c'est vraiment un dame formidable. Alors, qu'en est-il du présent et du futur? Comme nous l'avons vu, ces formidables artistes ne sont plus de ce monde, et les communautés juives ont presque entièrement quitté les pays du Maghreb, suite aux instabilités politiques qui se sont opérées lors de l'indépendance de ces pays, de la montée du nationalisme arabe, du sionisme, ainsi que des hostilités anti-juives qui résultaient des guerres israélo-arabes. Les communautés juives ont immigré massivement vers Israël, mais aussi vers la France, le Canada, l'Angleterre, les pays d'Amérique latine, emportant avec eux leurs souvenirs, leur culture, leur cuisine, leurs traditions et leurs chansons. Peu après l'immigration massive des communautés juives nord-africaines et moyen-orientales en Israël, le gouvernement israélien a décidé de mettre en place une politique d'intégration afin de créer un nouvel État avec une population unie culturellement. Le principe était de se distancer d'un Moyen-Orient ennemi et jugé rétrograde et de se rapprocher d'un Occident qui serait considéré comme l'exemple culturel à suivre. Dans ce sens, les juifs immigrants des pays du monde arabo-musulman n'étaient pas du tout encouragés de parler leur langue maternelle et leur culture et patrimoine fut considéré par les élites comme une sous-culture. Pour les artistes qui étaient adulés dans leur pays d'origine, ce fut un choc dont beaucoup ne se remettront pas. Mais malgré cela, c'est à travers les studios d'enregistrement et les concerts, ainsi qu'à travers les mariages, que des jeunes artistes juives immigrantes, comme les Marocaines Raymonde Abekassis, Esther El Fassi, et les Libyennes Geoula Barda et Shlomit Bouhnik, ont pu commencer une nouvelle carrière, les chansons trouvant une écho chez les communautés séfarades nostalgiques des chansons de chez eux. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'en plus des familles migrantes, des artistes israéliennes issues de la première, voire de la seconde génération, ont fait le pari de découvrir ou redécouvrir les langues du Maghreb et de les inclure dans leur carrière. Parmi elles, les jumelles stars de la chanson israélienne orientale, Eti Levi et Zehava Ben, de leur vrai nom Esther et Zehava Benisti, qui, même si elles chantent principalement en hébreu, reprennent souvent des chansons du patrimoine populaire marocain. Eti Ankri, artiste juive orthodoxe d'ascendance tunisienne, n'hésite pas à reprendre la chanson Shabba de Cheb Khaled et d'inclure une chanson originale en arabe tunisien dans son répertoire Tol Omri. Miri Messeka, une des plus grandes divas israéliennes du moment, d'origine tunisienne, qui a inclus dans son dernier album une chanson originale marocaine et à Zahara. Mor Karbassi, dont les grands-parents ont immigré du Maroc et d'Iran et dont les 2 parents sont nés en Israël, décide d'abord de se spécialiser dans le ladino, avant d'explorer le judéo-marocain et le tachilhit, la langue berbère du sud marocain. Noah Ben Chouchan, fille d'immigrants marocains originaires de Marrakech et Essaouira, qui a lancé son groupe musical Marrakech Express, et un autre groupe exclusivement féminin, Diwan El Banet. Et pour finir, Neta El Kayam, une chanteuse israélienne passionnée par la chanson marocaine, et qui fera de la préservation du répertoire de Zohar Al-Fassia sa mission sacrée, se frayant un passage dans le cœur du public marocain qu'elle côtoie à plusieurs reprises. Donc je vous ai fait un petit florilège de cette nouvelle génération montante.
يا زهرة يا بنتي راء الدنيا كبيرة، يا بنتي زهرة منها المليحة وشحال فيها القبيحة. يا زهرة بنتي فحال غناوي وفحال معوضة وكتيرة. يا بنتي زهرة زهرة يا بنتي راء الدنيا كبيرة. من قليلكم فصباح، من قليل حل عيوني، من قليل ونعشق الزين، حتى حبابي كروني. صباح الخير وربح يا ابو ثلاثة، حيد اخويا حيد، واحد جوج ثلاثة، عباها عباها هو مولاها، عباتو عباتو هي مولاتو، عباها عباها هو مولاها، عباتو عباتو هي مولاتو. صرتو يا ليالة دار طحنان، صحو يا ليالة دار طحنان، لالي يا لالا ولالي ومالي مالو، مالي يا لالا نار طحنان. بسم الله تاكني عيني نوبة الشمس، بسم الله تامتا أغكات أمان، بسم الله ناتلس يا قضي عيقايق نوان، أجبنو سربيقات وغبالو يقنوان، يبقيت وشينا عاليش ينشوان تستيق الولي ولي وكان يقولي دي أمان. منالي دربي بديالي، يحكر على دخلي يا مفايد سالم هلالي، بحبتي ويلي رجالي مالو لساني، ايلي حبيبتي يالي فايدوها. جابوها وجابوها، جابوها وجابوها، خذوا الشمعة وشالوها، يا زابي ما تردوا حطبي. واه يا غزالي ايش هتكون عندي يا عيوني، انت روحي وراحتي بك عشتي بعيوني، بقيتي بليلة شداسي ماني كيف خدها ولي بخها يوم، خلوني خلوني مع راسي، لا لا وغزالي انا وياك انا وياك انا وياك ديما ديما انا وياك. انا موضع زين وحنا والله طيبين، زين زين ما ندومش والله ونموت بالحديد، كون زين صف عندي ويكون رسمها جديد، دوك الخلانة خرجت والوان بلا مية ريالة، باش تدافي صوبة وحكا ومعتبة وحكا ومعتبة وحكا يموت انا اما يموت محبوبي، الجميات كلهم دلالات، المراكشيات حماشيات، الفاسيات زهوانيات، البيضاويات
سيدي سيدي ولا طيور الغابة أو ليلى وليلى وليلى أو ليلى وليلى وليلى أو ليلى الصبر يا عباد الله العيون يا عباد الله الخدود يا عباد الله واللحم يا عباد الله والشحم يا عباد الله والهبر يا عباد الله. Alors, je voudrais juste terminer avec ça. Je ne pouvais pas faire cette présentation sans remercier mon amie et inspiration pour ce sujet, Shira Ohayon. C'est une femme que j'ai rencontrée à travers Facebook. Shira est une institutrice, activiste, érudite et passionnée par la culture nord-africaine et sur les questions liées au féminisme, en particulier sur les femmes israéliennes de couleur et pour l'enseignement de l'histoire séfarade des Mizrahi en Israël. Parmi ses nombreuses autres casquettes, elle est la manager de l'orchestre israélien Andalou d'Ashdod. Donc Shira est actuellement en train de rédiger sa thèse sur les femmes chanteuses juives du monde arabe, donc ce sujet nous a rassemblés et j'ai appris beaucoup durant nos nombreuses conversations sur Skype. Elle vient de partager sa dernière victoire, le fait que la prochaine édition de concert de l'orchestre Andalou d'Ashdod aura une majorité de concerts féminins, une première dans l'histoire de ce concert qui était traditionnellement majoritairement masculin. Merci.